Merci pour de nous avoir invités à faire cette présentation. Donc, Guillaume et moi sommes chercheurs à l'UMR Agroécologie dans le pôle Aventis et nous allons vous parler banque de semences et application de cette méthodologie au système agroécologique. Donc, rapidement, sur la flore Adventis, c'est environ 1200 espèces. 200 à 300 espèces très fréquentes, une centaine d'espèces dites messicoles, donc totalement inféodées au milieu cultivé. Donc une part non négligeable de la diversité végétale en France, mais surtout une caractéristique, c'est beaucoup de ces plantes ne se reproduisent que par leurs semences. Et la dynamique est donc totalement liée à la production de semences et au stock de semences qui est donc constitué régulièrement. Donc quand on regarde le cycle d'une plante adventice, on s'aperçoit que finalement, ces mauvaises herbes adventices, c'est en fait des graines contenues dans le sol et qui, de temps en temps, vont envoyer un petit machin vert en surface qui va refaire des semences et qui va réalimenter ensuite le système. D'où l'intérêt donc qui apparaît théoriquement d'avoir une bonne connaissance de ces stocks de semences. C'est d'autant plus important que stock de semences, le terme est un peu exagéré, il n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a d'autres types de propagules contenus dans le sol, mais l'importance de ce stock est amplifiée en plus par le travail du sol qui va déplacer en surface mais aussi verticalement ces semences, ce qui fait que chaque année, il va y avoir une nouvelle population d'adventices qui est proposée à l'agriculteur en fonction donc du travail du sol qui a été réalisé, travail profond, travail superficiel et ainsi de suite. Donc, je vous disais qu'il y a en fait plusieurs formes biologiques qui sont contenues dans les sols, des fruits, des semences, des graines, des bulbes, des bulbilles, des rhizomes et ainsi de suite. Sachant que dans la quasi-totalité des études de stock de semences que vous pouvez trouver dans la bibliographie, ce sont bien uniquement les semences qui sont caractérisées et très rarement les formes de réserve des plantes vivaces. Et ça, c'est lié à notre méthode d'échantillonnage. Donc pour les semences, il y a aussi des formes, des caractéristiques biologiques qui sont extrêmement variées, téguments, ornementation, couleur, ainsi de suite. Avant, on parlait de graines molles, de graines dures, pour différencier celles qui étaient persistantes longtemps dans le sol et celles qui ne l'étaient pas. Et depuis peu, on s'intéresse à d'autres types de caractéristiques, comme le taux des lipides, par exemple. Tout ça pour déterminer l'appétence de ces semences vis-à-vis de possibles auxiliaires qui viendraient se nourrir des graines. Autre caractéristique, ce sont les dormances, qui restent un mystère très important pour nous, dormance primaire, dormance secondaire, dormance acquise pendant la maturité, dormance liée à l'espèce. Enfin, il y a énormément de choses. Mais globalement, la persistance des semences dans le sol est d'environ de quelques semaines, de quelques mois à quelques années, peut-être 10 ans. En tout cas, dans la partie du sol qui est travaillée, on ne dépasse guère la dizaine d'années. Il est possible que si la graine descend en dessous, surtout dans un espèce de frigo, entre guillemets, qui lui permettent de se maintenir beaucoup plus longtemps, mais 10 ans, ça fait déjà beaucoup. Et donc ça se traduit dans les parcelles cultivées par des levées qui sont échelonnées dans le temps. Vous avez ici, avec la souris qui n'est pas visible, donc des semences qui apparaissent au cours du temps. Si vous faites des relevés de flore au mois de mars, vous savez, février-mars, vous savez que vous avez d'abord la renouée à feuilles de lison, ensuite la renouée des oiseaux et ensuite la renouée à feuilles de patience. On a toujours cette alternance, enfin cette apparition au cours du temps de ces différentes espèces liées au lever de dormance. Alors, pourquoi caractériser les stocks semenciers ? Parce que c'est un intérêt majeur, ça, au moins en théorie, c'est un intérêt majeur parce qu'on a accès à la flore réelle, à la flore potentielle des parcelles. Les ordres de grandeur sont beaucoup discutés, plusieurs dizaines, centaines de millions de graines à l'hectare. On a des vieux chiffres qui nous donnent 300 à 350 kg de semences d'adventices à l'hectare. Là aussi, ce serait à vérifier tout ça. Mais en tout cas, on est très certainement de l'ordre du million de graines à l'hectare dans les parcelles cultivées. Et l'intérêt de ce stock, a priori, ce serait d'avoir des meilleures stratégies de désherbage, c'est-à-dire désherber au bon moment et avec le bon outil de travail du sol. Ce serait permettre l'alternance des cultures. Et puis d'un point de vue diversité, c'est aussi avoir un accès direct à la diversité commune et aussi essayer de retrouver un certain nombre d'espèces rares. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travaux sur les stocks de semences. C'est ce qui est en gris sur les histogrammes ici, même si le stock de semences reste un estimateur extrêmement coûteux et difficile à obtenir. On va revenir là-dessus au cours des exposés. Sur le schéma que vous avez ici à gauche, vous avez explicité dans la bibliographie les petits chiffres sur le nombre d'articles. Quelles sont les grandes méthodes d'étude des semences ? La stratégie est toujours la même, il faut les prélever dans la parcelle et il faut finir par identifier quelque chose. Mais vous avez deux grandes méthodes qui sont soit on reconnaît et on compte les semences, soit on reconnaît et on compte les plantules.
Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas de méthode validée internationalement, il n'y a pas de normes, ce qui fait que la comparaison des travaux est extrêmement compliquée et que le facteur humain, c'est-à-dire le nombre de bonhommes qui peut travailler sur ces études de stock, est peut-être le premier facteur qui explique comment on va étudier un stock de semences, parce que c'est extrêmement coûteux en termes de temps de travail et en termes de centaines de kilogrammes de terre qui sont manipulés. Alors à Dijon, l'unité de malherbologie, qui a aujourd'hui disparu, était spécialisée dans ces travaux, au point qu'on avait une carpothèque qui avait été réalisée avec le Muséum d'histoire naturelle. On avait 800 espèces d'adventices ou d'espèces proches des milieux cultivés qui sont répertoriées, avec au niveau de la flore adventice des clés de détermination qui sont spécial pour la flore adventice. Il y a moins d'espèces, donc il est plus facile de faire les clés de détermination et d'obtenir le nombre d'espèces. Et pour certaines de ces espèces, comme les euphorbes, les semences, même sur le terrain, nous sont très utiles pour pouvoir donner un nom à l'espèce. Cette connaissance, elle est partagée avec d'autres sciences, en particulier les archéologues qui ont une très bonne connaissance des semences adventices lorsqu'ils étudient les foyers, et puis les douanes, qui sont avec certains douaniers, qui sont aussi très forts dans la connaissance des semences, parce que ça permet de déterminer l'origine d'un certain nombre de semences cultivées. On prend des vieux articles dans les années 1920, un agriculteur était sûr d'avoir du trèfle qui provenait des États-Unis quand il trouvait des graines d'ambroisie dedans, parce que ça prouvait que ça venait bien des États-Unis. On est peut-être plus aussi content de trouver des graines d'ambroisie aujourd'hui dans nos semences. En tout cas, ça reste, malgré toute la difficulté, un indicateur incontournable pour les études long terme, et c'est ce que va vous présenter maintenant Guillaume. Ouais, je suis quand même venu pour parler un peu. Moi, je vais vous présenter la principale méthode d'évaluation du stock semencier qu'on mobilise à l'INRA de Dijon. Pourquoi on la mobilise? C'est pour caractériser la réponse des communautés adventices à 4 grands systèmes dits agroécologiques qu'on teste sur la plateforme Cassis. Vous avez la plateforme Cassis ici en photo. C'est un dispositif de recherche en agroécologie qui a été initié en 2018 et qui occupe la quasi-totalité de l'unité expérimentale INRAE du domaine des poisses. Donc les volontés de la plateforme, c'est de concevoir des systèmes agricoles sans pesticides qui mobilisent la diversité, donc que ce soit la diversité cultivée ou sauvage, comme moyen de production. Et puis finalement, une fois que ces systèmes ont été conçus, on souhaite aussi évaluer leur faisabilité et leur performance. Donc, pour ce faire, de nombreux partenaires ont été impliqués dans un processus de co-conception des systèmes qui a abouti à 4 grands systèmes de culture. Les premiers relèvent de l'agriculture de conservation, donc, où on va essayer de minimiser le travail du sol. D'ailleurs, le premier système, il y a une interdiction totale de travail du sol, donc sans pesticides. Hein, ça, c'est quelque chose que personne ne sait faire à l'heure actuelle. Et une variante où on va réintroduire de manière très ponctuelle un petit peu de travail superficiel. Et puis après, les 2 derniers systèmes, c'est des systèmes qui, eux, mobilisent le travail du sol, mais le premier s'autorise l'apport d'azote exogène, alors que le deuxième, non. Et puis après, finalement, ces 4 systèmes, ils vont mobiliser une rotation diversifiée de 6 à 12 ans selon les systèmes et une diversité d'outils de désherbage mécanique, malgré que ce soit très limité dans le système où on ne peut pas toucher le sol. Donc on a aussi largement modifié le paysage afin de maintenir les auxiliaires dans le paysage, notamment les auxiliaires utiles à la production agricole. Donc on a implanté quasiment 3 hectares de bandes fleuries qui sont de part et d'autre où on trouve des bandes enherbées pour quasiment 7 hectares. Et on a aussi implanté plus de 3 hectares de haies tout autour du domaine, plus de 3 km linéaires, pardon. Donc il y a plus de 10% de la surface du domaine qui est emblavée d'infrastructures dites agroécologiques. Donc en tout cas, en ce qui concerne l'évaluation du stock semencier, il y a une campagne de prélèvement qui a lieu en fin d'hiver chaque année. Et donc on va réaliser à peu près 20 prélèvements à la tarière dans une parcelle, 5 coups de tarière dans chacune de 4 zones qu'on va suivre. Et donc en fin de compte, après, une fois prélevés ces échantillons, ils sont mis à stocker le temps qu'on puisse tout rassembler. Et puis après, ils partent vers la salle de lavage. Donc
Qu'est-ce qui se passe en salle de lavage? Déjà, on a affaire à des sols avec plus de 50% d'argile. Donc, quand ils sortent de chambre froide, c'est en gros glaçons marron, hein. Donc, on les met à tremper pendant 24 heures, histoire de pouvoir faire quelque chose avec. Ensuite, ça passe dans une colonne où on va laver le sol à travers un tamis de 400 microns. C'est quelque chose de très chronophage. Et après la fraction supérieure à 400 microns, eh ben, on va la récupérer. Et puis, on va la disposer sur ces petites barquettes là, qui sont pleines de sable. Et le fond des barquettes est percé. Et puis, ce que vous voyez là, la partie en métal, c'est des tables à sub-irrigation. Donc, en fin de compte, on maintient de l'eau à niveau en permanence. Cette eau remonte par capillarité à travers le sable et garde l'échantillon humecté sur cette fibre en nylon. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait beaucoup, mais le plus gros reste à suivre, parce que voici un exemple de barquette, là, où on peut... Ça, c'est du jonc des crapauds, là, qu'on voit. De mémoire, il devait y avoir quelque chose comme entre 3 et 6 000 individus dans cette barquette. Et donc, s'ensuit plusieurs campagnes d'identification et de comptage. Et donc, pour vous donner une idée, là, le dispositif en serre, ça dure à peu près 6 mois. Avec un suivi à peu près tous les 2 mois, enfin à chaque fois, à chaque nouvelle germination. Donc je vais vous présenter juste vite fait quelques résultats, hein, en prenant le stock initial de 2019 et le stock de l'année dernière, puisque la campagne 2023 est encore en serre. Et donc, en fait, suite à cette transition vers une agriculture sans pesticides et avec des cultures d'été, hein, parce qu'on partait d'un contexte colza-blé-orge, donc des cultures hivernales où on ne trouve pas une flore d'été. Donc, ce qu'on voit, c'est selon les systèmes, on a eu quand même une augmentation de x2 à x4 de l'abondance, hein, suite à cette transition sans pesticides. Après, cette augmentation de l'abondance totale, en fait, elle masque la recrudescence de différents cortèges d'espèces selon les systèmes. Non, ça... Oh, si. Classe. Et donc, du coup, par exemple, donc voilà, en 2019, les communautés ont drastiquement shifté entre 2019 et 2022. Hein. On voit que l'ensemble des espèces sont associées à 2022, ce qui est bien concordant avec ce qu'on voit sur ce graphique. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les cortèges se distinguent quand même. Et donc, ils se distinguent vis-à-vis de différents éléments, hein. On a les systèmes avec travail du sol qui se retrouvent très proches les uns des autres et associés à tout un cortège d'espèces estivales, hein. Donc ça, je l'ai dit, c'est à la transition suite à avoir inclus tout un tas de cultures d'été dans le dispositif. Et puis, on a le système en semi-direct, là, qui est semi-direct strict, qui se différencie bien des autres. Et en fait, là, cet axe voilà, des Y, là, si on veut, représente en fait l'intensité du travail du sol et la réponse des communautés adventices à l'intensité du travail du sol, avec ce système en semi-direct qui a favorisé des vivaces, qui a favorisé des graminées annuelles ou encore toutes ces petites astéracées anémochores là, qui peuvent facilement coloniser des milieux non perturbés. En termes d'évolution de la richesse, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même aussi une évolution nette de la richesse de encore x2 à x3 selon les systèmes entre les 2 années comparées. Mais en fait, très probablement que cette richesse, en fait, ce qu'elle masque, c'est qu'en 2019, avec l'effort d'échantillonnage, en fait, on capte principalement les espèces, voilà, les espèces principales à l'époque, et qu'en fait, tout un tas d'espèces mineures ont augmenté en abondance entre 2019 et 2022, et on a pu les capter en 2022, parce que connaissant les parcelles, en fait, on n'a pas vu des nouveaux cortèges d'espèces qu'on n'avait jamais vus avant, quoi. Je vais laisser Bruno. C'est plus que la conclusion. Mais on n'a plus qu'une minute, donc on va faire vite. Ce que vous avez bien compris, c'est qu'on prélève dans des terrières qui sont d'une faible diamètre et que globalement, quand on arrive à un énorme échantillonnage, on n'a prélevé que 0,2 mètres carrés sur l'ensemble de la parcelle. Donc on est en fait extrêmement frustré parce que malgré les tonnes de terre qu'on prélève, on ne travaille que sur des surfaces extrêmement réduites. Donc ça, c'est le premier point. Ça reste des manips extrêmement lourdes à mettre en place.
avec des volumes d'eau énormes de nettoyage, avec du transfert de terre, avec un dernier point important, c'est la compétence botanique de nos équipes techniques qui est en train de diminuer avec les départs en retraite. Donc on a de plus en plus de mal à amener au bout ce genre de manip. Il y a des problèmes de distribution de mauvaises herbes. Vous savez qu'elles sont agrégatives dans les champs et nous on fait un échantillonnage systématique là-dedans. Donc forcément on va taper de temps en temps à côté de l'endroit où il faut taper. Bref, il y a plein de limites. Mais pour autant, ce stock reste encore quelque chose qui est beaucoup demandé et beaucoup recherché. Voilà, imaginez faire un stock de semences dans ces tâches-là. Vous pouvez très bien passer à côté de l'espèce principale si vous n'avez pas fait attention à ça. Et dans des systèmes comme celui-là, où la flore adventice a complètement pris le dessus, là aussi, ça devient compliqué de faire du stock. L'espoir, c'est des machines qui feraient le travail à notre place avec automatisation des process pour nous permettre d'avoir accès rapidement aux semences. C'est des machines qui coûtent très cher et dont le fonctionnement n'est pas complètement avéré, l'efficacité n'est pas avérée. La reconnaissance automatique des semences par photographie, quand on voit ce que fait PlanteNet, on se dit que normalement, ça devrait être aussi capable avec nos semences, mais il y a tout un process à mettre en place qu'on n'a pas réussi encore à réaliser. Et puis, on se faisait un petit peu des illusions sur le barcoding en disant qu'on pourrait peut-être prélever l'ADN des sols et retrouver les espèces qui sont, avoir une idée au moins qualitative des espèces qui sont dedans. C'est un petit peu plus compliqué que ça à mettre en place, même si, par exemple, pour les espèces parasites, ces tests existent aujourd'hui, les espèces comme les orobanches par exemple, ou les cuscutes, on peut identifier la présence de cuscutes juste par un test ADN dans le sol. Ça reste qualitatif et de faible précision. Je termine avec la dernière diapo, comme ça on n'est pas trop en retard. Ça reste en théorie le point le plus important pour étudier les communautés adventistes, mais pour autant on vous a mis en avant toutes les difficultés techniques qu'on a dessus. On n'a pas de truc normé au niveau scientifique, ce qui fait que les comparaisons d'études restent vaines, et ça c'est quand même un sacré problème qu'on ne puisse pas comparer nos études les unes aux autres. Et quelque part, le stock de semences vient en appui à nos relevés de flore. Alors, vous allez dire à quoi ça sert de faire des relevés de flore si on fait les stocks de semences en même temps. C'est vrai, ça reste un appui, un complément dans l'analyse de nos études, et le stock de semences reste, par sa difficulté technique, un outil réservé un petit peu aux scientifiques et pour autant qu'on a du mal à faire passer à notre étage. Dernier point, on n'a pas la flore vivace. Or, la flore vivace est en train de devenir une des contraintes les plus importantes dans les parcelles cultivées aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce stock de semences, même s'il apporte une partie des solutions, n'apporte pas toutes les solutions. Je pose ma question donc avec le micro. Pourquoi vous dites que les plantes vivaces passent à côté du comptage? Alors ça va vraiment dépendre en fait de quelle espèce vivace on parle, quoi. Parce que par exemple du pissenlit, typiquement on en retrouve dans le stock, il n'y a pas de souci. Après des espèces qui vont être particulièrement problématiques pour les agriculteurs comme tout ce qu'on va appeler les chiens dents, hein, Elytrigia repince, Elytrigia campestre, ça on retrouve, j'ai jamais vu, ça fait 4 années que je passe des mois en serre dans le stock, j'ai jamais vu une germination. Pour tout ce qui est chardon, Cirsium arvincé, pareil, les germinations sont super rares, hein. Par exemple, la parcelle où on vous a montré, là, qui doit être à 30% de couverture de chardon, en 4 ans, on n'a jamais vu une graine germer dans le stock. Donc ça va vraiment dépendre des espèces qu'on considère. Et puis, bon, pareil, les picris, hein, on les retrouve bien, Picris irracioides, Echioides, pareil. Donc ouais, voilà, ça dépend vraiment des espèces et à quel point leur stratégie est basée sur de la reproduction sexuée, quoi. Oui, bonjour. C'est une question un peu qui va dans le même sens. Je n'ai pas bien compris comment vous leviez les dormances et toutes les dormances avec la diversité qu'il y a. Alors là, on est presque dans l'alchimie. On a des recettes qui nous viennent des temps anciens. Alors que la gibberelline ait un effet sur les levées de dormance, bon, ok, on y arrive. On fait aussi du froid, de la stratification, donc on essaie de classer tout ça. Mais par exemple, j'ai toujours utilisé, depuis que je suis étudiant dans cette unité du KNO3 pour faire lever les dormances, sans comprendre absolument pourquoi le KNO3 avait le moindre effet sur les levées de dormance. Mais c'est la recette de cuisine qui nous est donnée, donc on le fait.
Par contre, ce qu'on fait assez souvent, c'est quand on fait une étude de stock, on termine, on met un coup de sec, c'est-à-dire on arrête d'arroser, on remet un coup de froid et là, on lève les dormances secondaires, on y arrive un petit peu. Mais on a l'impression qu'on pourrait faire ça pendant des années et des années et qu'on relèverait à nouveau le stock. Alors, sans compter les pollutions qui peuvent arriver de temps en temps avec l'eau, des espèces qui peuvent arriver avec l'eau, et puis des levées de pissenlits fantastiques. On s'aperçoit qu'à côté de la serre, il y a toute une rangée de pissenlits qui nous a pollués. Bref, les dormances restent un mystère absolu pour nous et on a beaucoup de mal à se battre avec ça, quoi. Oui, et ce que vous dites là aussi, ça pose la question de la reproductibilité de la méthode en serre, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas une serre où on contrôle absolument tout, ce qui est hors de prix pour une manip comme ça, on le fera jamais, hein. On a déjà des coûts là pour 3 petites serres, comme je vous ai montré, qui dépassent les 12 000 € juste pour avoir la serre, quoi. Donc, et c'est vraiment les serres où à peu près rien ne fonctionne. Donc, donc voilà, pour vous donner une idée. Mais donc en fait, c'est vrai qu'il y a certaines années, là par exemple, juste avant de partir, on a eu une levée massive de digitaires qu'on n'avait jamais eu dans les stocks auparavant. Est-ce que c'est dû au fait que la remise en eau a eu lieu à un moment donné où il faisait particulièrement chaud en serre ou quoi? En fait, voilà. Donc moi, en tout cas, c'est plus un avis personnel. Je me dis que le stock, il est particulièrement intéressant pour les espèces qui sont largement abondantes, qu'on revoit tous les années dans le stock. Après, il ne faudrait pas avoir des conclusions trop fortes sur ces espèces mineures qu'on voit un petit peu ici, là, une année, pas une autre. Bon, et puis toujours, voilà, ce que disait Bruno, à confronter aussi à nos relevés, hein. On a des relevés dans les parcelles sur les mêmes zones où et puis, parce que aussi, on arrive à faire germer tout un tas d'espèces qu'on ne voit jamais dans les parcelles. On a des germinations de carex, des germinations de litrum, des germinations de jonc des crapauds. Donc, est-ce que tout ça c'est fait est-ce que ça germe parce que ça a les pieds dans l'eau pendant 6 mois? Probablement, hein. Les gnaphales, pareil, on arrive à les faire germer. C'est vraiment pas une espèce qu'on voit dans les parcelles. Voilà. Ces problèmes de dormance étaient tels que dans les temps anciens, il y avait 5 techniciens qui travaillaient à temps plein pour identifier les semences. Comme ça, on contournait le problème de la dormance, on identifiait les semences. On n'a plus du tout les personnels capables de faire ça aujourd'hui. Mais par contre, il y a le dernier point, oui, on a des semences, est-ce qu'elles sont viables? Donc, est-ce qu'on a vraiment test de crash, tétrazolium et ainsi de suite? Non, c'est un outil potentiellement, théoriquement top, mais qui est extrêmement difficile à mettre en place. Les forestiers n'ont pas les mêmes problèmes avec leurs graines. Pourquoi le moléculaire marche pas? Est-ce que, il y a des impasses techniques? Est-ce que c'est un problème d'échantillonnage, de sensibilité, d'extraction d'ADN? Alors on a testé, on a fait des tests au labo avec Samuel. En fait, les déterminations genre devraient pouvoir fonctionner en travaillant mieux que ce qu'on avait fait, mais la flore adventice, on a besoin de détermination de l'espèce. C'est-à-dire, si on veut avoir un rôle, une idée de la diversité et des traits fonctionnels que derrière on ces espèces adventices en termes de services rendus aux insectes et ainsi de suite, il faut qu'on descende à l'espèce. Donc, au niveau de l'espèce, ça semble très très compliqué, même si on va relancer ça à nouveau aujourd'hui avec les nouveaux outils. L'ADN environnemental a beaucoup progressé, donc on devrait quand même arriver à quelque chose. Alors, ce n'est pas un problème d'extraction d'ADN, c'est un problème de base de données, de séquence qui n'est pas complète en fait. Voilà. Alors, et puis le dernier problème, c'est le volume. Comme on t'a dit tout à l'heure, on prélève des volumes qui sont, les surfaces qui sont très faibles par rapport à la diversité. Oui, mais l'ADN a cette sensibilité-là. Alors après, ça reste du semi-quantitatif. Mais si vous avez un problème de base de données, en fait, il faudrait investir dans la créer, cette base de données, notamment par rapport à vos flores indigènes, locales, etc. C'est ce qu'ils font en faune du sol, hein, parce qu'on a vu les vers de terre, les choses comme ça. C'est en train de rentrer dans le monde moléculaire, tout ça. Et en parallèle, ils font des librairies de séquences de toutes les espèces de vers de terre pour pouvoir s'assurer de bien les détecter. Alors moi, il y avait juste un petit élément que j'avais cru comprendre vis-à-vis de ça, c'est qu'en fait, il y avait très peu d'ADN dans les graines, et donc c'était pas évident à détecter. Alors ça, c'est un vrai problème, ça. Voilà, de base. Et après, ce que je sais pas, c'est de quel volume on peut extraire cet ADN. Parce que juste un petit ordre d'idée, hein, ce qu'il y a là sur une moitié de l'image, donc un échantillon, ça correspond déjà à 20 kg de terre.
est-ce qu'on peut extraire l'ADN de 20 kilotères? Et on vous dit déjà que ça, c'est moins de la surface de votre siège dans une parcelle d'1 hectare. Non, l'ADN, c'est sur quelques grammes de sol maximum qui doivent être eux-mêmes représentatifs. Après, il y aura un problème de sensibilité, ça c'est clair. Voilà, non, je pense qu'il y a une question de représentativité et sans doute de coût. Oui, je voudrais juste donner sur le caractère diabolique, entre guillemets, de ces graines que tu vois germer alors que la plante n'a pas été repérée. J'étais il y a quelques semaines à La Réunion et juste à l'entrée d'une forêt primaire superbe, il y avait une très belle touffe de cardamine hirsute dont je me suis, à 1800 mètres d'altitude, je me suis bien demandé ce qu'elle fabriquait là. Mystère. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on peut faire la pause prévue pour cet après-midi. Ah, il y a encore une question alors. La dernière. Merci. Justement, à ce propos, est-ce que vous retrouvez, lorsque vous faites des levées de dormance, avec est-ce que vous tombez sur des graines, des plantes qui viennent de très loin, qui ne devraient pas être dans ces milieux, je ne sais pas, des plantes de milieu méditerranéen, qui sont là et qui n'auraient pas germé sans votre levée de dormance? Alors, pas dans les stocks de parcelles. Par contre, on a essayé de contribuer au RMQS Biodiversité, c'est ça son nom. Et donc, on a été confronté pour la première fois à des stocks de semences de milieux hors cultivés. Alors déjà, là, la compétence botanique s'effondre. Et on se retrouve avec des espèces qu'on a beaucoup de mal à déterminer. Alors généralement, quand une espèce lève, on peut retrouver les enveloppes de la semence et ça nous aide un petit peu à travailler. Ça réduit, on peut arriver au genre de temps en temps, mais c'est vrai que quand on sort de notre domaine de compétences, qui sont les adventices et les semences cultivées, on perd énormément de compétences. Donc là, on est un petit peu en difficulté. Donc pour répondre à la question telle qu'elle a été posée, non, c'est très rare qu'on ait ça. Et si on a ça, on pensera plutôt à des problèmes de contamination de notre échantillonnage que véritablement à une découverte scientifique qui nous donnerait un prix Nobel qu'on n'aura pas. Ça concerne beaucoup plus les espèces de milieux humides, en fait. Parce que, en fait, les méditerranéennes, elles ont les pieds dans l'eau, là. Hein. Dans nos barquettes, c'est 100% d'humidité pendant plusieurs mois. À la fin, on est quasiment obligé d'arrêter parce que c'est recouvert de mousse. Ça correspond vraiment pas à un environnement de plantes méditerranéennes. En tout cas, pour tout ce qui est espèces, comme je disais tout à l'heure, gnafale, lytrum, ces choses-là qu'on ne voit pas dans les parcelles, ou peut-être qu'il y a eu une flaque il y a 20 ans, ça s'est installé dedans, il y a des graines, et voilà, cette situation n'est jamais réapparue, et on arrive à la refaire lever en serre. Voilà. C'est toutes les parcelles qui ont été drainées? Oui, tout le système est drainé. Oui. Alors oui, probablement. Après, on a un des systèmes de drainage les plus anciens de Bourgogne, qui doit avoir plus de 50 ans, je pense. Mais après, Bruno disait des graines qui durent 10 ans en général, hein, mais on a réussi à faire germer des graines de kénopodes blancs après 670 ans. Hein, donc, bon.